Elle voulait voler ma vie. Elle m'a offert un collier maudit. Mais j'avais déjà préparé son piège. Dans une ancienne villa située au bord de la Seine, la fête d'anniversaire d'Élise Moreau battait son plein sous la lumière des bougies, au son d'une valse et parmi les coupes de champagne étincelantes. Élise venait d'avoir 36 ans. Directrice d'une prestigieuse maison de cosmétiques parisienne, elle était également l'unique héritière de la famille Moreau. Tandis que ses proches et ses partenaires se rassemblaient autour d'elle pour lui présenter leurs vœux, Camille Rousseau, une jeune femme dont Élise finançait les études depuis 10 ans, s'avança lentement avec un écrin de velours rouge entre les mains. Camille venait d'une région pauvre des Cévennes. Après l'obtention de son diplôme, Élise lui avait offert un stage dans son entreprise, l'avait accueillie dans sa villa et l'avait toujours traitée comme une petite sœur. Devant tous les invités, Camille ouvrit l'écrin, révélant un vieux collier en argent orné d'une pierre rouge sombre en forme de larme. Elle expliqua qu'elle avait dépensé l'intégralité de son premier salaire pour offrir ce cadeau d'anniversaire à Élise. La pierre n'était pas très grosse, ajouta-t-elle, mais un jour, elle lui offrirait quelque chose qui serait réellement digne d'elle. À l'instant même où son regard se posa sur la pierre, Élise recula brusquement et heurta une table. Une coupe de champagne tomba au sol et vola en éclats. Des images terrifiantes envahirent alors son esprit. Elle se vit avec la peau entièrement recouverte d'écailles brun-noir. Elle se vit enfermée derrière une vitre dans un centre de recherche. Elle vit son mari, Julien, déclarer devant les journalistes qu'elle était devenue dangereuse. Elle vit également son fils, Lucas, pleurer en affirmant que cette femme au visage monstrueux n'était pas sa mère. Puis elle aperçut Camille portant une immense bague en diamant, tenant la main de Julien et prenant sa place au sein de sa propre famille. La dernière image fut celle d'une cage de fer installée dans un cirque ambulant, accompagnée du claquement des fouets et d'une douleur qui semblait lui transpercer les os. Élise se précipita dans la salle de bain, verrouilla la porte et examina frénétiquement son visage, son cou, ses bras et son ventre. Sa peau était toujours lisse et claire. Ses yeux étaient parfaitement normaux. En observant son reflet dans le miroir, elle comprit qu'elle était revenue dans le passé, précisément le soir de son anniversaire, avant que toute la tragédie ne commence. Dans sa vie précédente, peu après avoir porté le collier offert par Camille, sa peau s'était asséchée, avait commencé à la démanger, puis des plaques ressemblant à des écailles étaient apparues. Aucun médecin n'avait réussi à comprendre l'origine de cette étrange affection. Craignant d'effrayer son fils, Élise avait temporairement quitté son domicile pour s'installer dans un hôtel. C'est alors que Julien et Camille avaient fait venir les employés d'un institut de recherche privé pour l'emmener, prétendument afin de protéger la population. Élise avait été enfermée et traitée comme un sujet d'expérience, tandis que Camille s'installait publiquement aux côtés de Julien. Après s'être échappée, Élise avait été capturée par un cirque itinérant et était morte en tentant de résister. Peu avant sa mort, elle avait découvert que Camille avait utilisé un bijou capable de transférer la santé, la beauté et la chance de la personne qui le portait à celle qui avait accompli le rituel. Les coups frappés par Camille à la porte ramenèrent Élise à la réalité. Lorsqu'elle ouvrit, Camille affichait toujours une expression d'inquiétude parfaite, comme si elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Elle souleva le collier et proposa de le passer elle-même autour du cou d'Élise. Élise se détourna aussitôt et répondit qu'elle était un peu fatiguée et qu'elle l'essaierait plus tard. Camille serra le collier dans sa main et ses yeux se remplirent de larmes. Elle expliqua qu'elle était retournée jusque dans son village pour demander à quelqu'un de bénir le bijou. Même si le cadeau était modeste, il représentait tout ce qu'elle possédait. Elle insinua ensuite qu'Élise n'avait sans doute jamais porté un bijou aussi bon marché et que c'était pour cette raison qu'elle refusait de le mettre. Plusieurs amis d'Élise s'approchèrent alors du couloir. Élise éleva volontairement la voix et déclara que Camille avait mal compris ses intentions. Elle l'avait soutenue pendant 10 ans, l'avait aidée à quitter sa région pauvre, avait payé ses frais de scolarité et l'avait accueillie dans son entreprise. Elle n'avait pas fait tout cela pour que Camille dépense son premier salaire dans un bijou. Élise expliqua qu'elle voulait simplement qu'elle devienne indépendante et apprenne à gérer son argent avec responsabilité. En entendant cela, les invités prirent immédiatement le parti d'Élise. Ils rappelèrent tout ce qu'elle avait fait pour Camille, depuis le financement de ses études et de ses dépenses quotidiennes jusqu'au logement et au travail qu'elle lui avait offert. Camille baissa la tête et présenta ses excuses. Cependant, avant de refermer l'écrin, elle supplia encore Élise de porter le collier tous les jours, affirmant qu'il lui apporterait de la chance. Élise sourit, accepta le cadeau et promit de le conserver avec le plus grand soin. Une fois la fête terminée, Élise apporta le collier dans un ancien atelier de joaillerie situé place Vendôme. Étienne, qui fabriquait depuis longtemps les bijoux de la famille Moreau, examina la pierre sous un microscope et lui révéla qu'il ne s'agissait pas d'un rubis ordinaire.
Elle contenait une matière organique, tandis que l'argent avait été traité avec une substance qu'il ne parvenait pas à identifier. Élise lui demanda de fabriquer une copie parfaitement identique avant le lendemain matin. Le véritable collier fut placé dans une boîte en plomb hermétique, tandis qu'Élise dissimula un petit dispositif de localisation dans l'écrin de velours. Le lendemain matin, Camille apparut de nouveau dans le dressing et demanda pourquoi Élise ne portait toujours pas son cadeau. Élise sortit la copie et la passa lentement autour de son cou. Camille sourit aussitôt et affirma que le rouge lui allait à merveille. Élise se gratta volontairement le bras et déclara que sa peau la démangeait étrangement depuis le réveil. Dans le miroir, elle aperçut Camille baisser la tête pour cacher un sourire. La jeune femme était persuadée que la malédiction avait déjà commencé à agir. Ce soir-là, Julien rentra d'un voyage d'affaires à Genève. Il prit Élise dans ses bras par derrière et s'excusa plusieurs fois d'avoir manqué son anniversaire. Élise repoussa froidement ses mains et lui annonça qu'elle conduirait Lucas chez ses parents le lendemain pour quelques jours. Pendant la nuit, elle fit semblant de dormir et vit Julien envoyer discrètement des messages à une personne enregistrée sous le nom de Camille Bureau. Le lendemain matin, après avoir confié Lucas à ses parents, Élise resta assise dans sa voiture et activa les caméras cachées qu'elle avait récemment fait installer dans la villa. Elle vit Julien donner 2 jours de congé à la gouvernante. Peu après, Camille entra par la porte arrière. Tous deux s'embrassèrent dès le couloir avant de se rendre dans le dressing d'Élise. Camille enfila sa robe de soie rouge, et Julien lui dit que la même robe paraissait bien plus séduisante sur elle. Camille déclara qu'Élise avait simplement eu la chance de naître dans une famille riche. Si elle possédait tout ce qu'Élise avait, elle lui serait 100 fois supérieure. Après avoir passé un moment ensemble, Julien demanda combien de temps il faudrait encore pour que leur plan aboutisse. Camille répondit qu'Élise devait porter le collier en permanence. Lorsque les écailles apparaîtraient sur son visage, il prétendrait qu'elle souffrait de troubles mentaux, qu'elle se mutilait elle-même et qu'elle n'était plus capable de diriger l'entreprise. Camille sortit ensuite un pot de crème hydratante et expliqua qu'elle réduirait la pierre en poudre pour la mélanger au produit afin d'accélérer le processus. Dès qu'Élise serait déclarée incapable de gérer ses affaires, Julien pourrait signer à sa place, prendre le contrôle de la société et transférer les actions à son nom. Assise dans sa voiture, Élise tremblait de colère, mais elle resta calme et sauvegarda les images sur 3 serveurs distincts. Elle appela ensuite son avocat et lui demanda de préparer les documents du divorce sans encore les envoyer. Avant tout, elle voulait découvrir ce que les 2 traîtres envisageaient encore de lui voler. Élise retourna chez le joaillier et demanda à Étienne de placer la véritable pierre sur un nouveau collier beaucoup plus luxueux, équipé d'un fermoir spécial impossible à ouvrir sans un outil professionnel. Étienne la prévint que l'objet était dangereux, mais Élise répondit simplement qu'il devait revenir à celle qu'il avait apportée. Quelques jours plus tard, la maison Moreau organisa le lancement d'un nouveau produit dans un grand hôtel des Champs-Élysées. Devant des centaines d'employés et de partenaires, Élise invita Camille à monter sur scène. Elle annonça que Camille avait brillamment terminé son stage et qu'à ses yeux, elle était bien plus qu'une employée. Elle était presque une petite sœur. Élise ouvrit ensuite un écrin contenant le nouveau collier orné de la pierre rouge sombre. Elle expliqua qu'il s'agissait d'une nouvelle version du cadeau que Camille lui avait offert et qu'elle souhaitait désormais que Camille le porte comme symbole du lien qui les unissait. Sous les applaudissements, Élise plaça elle-même le collier autour du cou de Camille et verrouilla le fermoir. Camille sursauta légèrement en constatant qu'il était extrêmement serré, mais Élise lui répondit en souriant que les bijoux coûteux devaient toujours être parfaitement protégés. Au pied de la scène, Julien observait la scène avec inquiétude. Dans les toilettes de l'hôtel, Julien entraîna Camille dans un coin et lui ordonna de retirer immédiatement le collier. Camille lui répondit qu'il ne pouvait s'agir que d'une fausse pierre, puisque la véritable se trouvait dans le cadeau qu'elle avait remis à Élise. Elle tenta d'ouvrir le fermoir, sans succès. À cet instant, la peau sous le collier commença à la démanger et à la brûler. Dans le miroir, ses pupilles se rétrécirent soudain jusqu'à devenir 2 fentes verticales semblables à celles d'un serpent. Lorsqu'elle cligna des yeux, elles redevinrent normales. Camille tenta de se convaincre qu'elle était simplement épuisée. 2 semaines plus tard, Élise revint à la villa après un faux voyage d'affaires. Dès son entrée, elle aperçut la gouvernante équipée de gants, ramasser avec effroi des morceaux de peau brun noir tombés sur le sol. Camille apparut dans le couloir, vêtue d'un col roulé et de gants malgré la chaleur qui régnait dans la maison. Lorsqu'Élise lui demanda ce qui lui arrivait, Camille répondit qu'il ne s'agissait que d'une allergie. Élise tira brusquement sur sa manche, révélant des plaques sombres et dures ressemblant à des écailles. Camille arracha son bras et demanda à son tour si la peau d'Élise avait réagi. Élise releva sa manche,
montrant quelques marques sombres réalisées par un maquilleur professionnel. En les voyant, Camille sembla immédiatement soulagée, persuadée que son plan suivait toujours son cours. Cette nuit-là, Camille se glissa dans la chambre d'Élise alors qu'elle la croyait endormie. Elle retira la fausse pierre de la copie du collier, la réduisit en poudre et la mélangea à la crème hydratante posée sur la coiffeuse. Toute la scène fut enregistrée par les caméras. Une fois Camille partie, Élise se redressa, remplaça le pot par un autre, puis envoya la vidéo à son avocat accompagné du message « Tentative d'empoisonnement » à ajouter au dossier. Pendant ce temps, Julien commença à éviter Camille. Il organisa un déjeuner avec Élise et Lucas dans un restaurant au bord de la Seine, apporta la glace préférée de son fils et tenta de jouer le rôle du mari et du père parfait. Lorsqu'il voulut prendre la main d'Élise, elle la retira immédiatement et lui déclara de ne pas la toucher avec les mêmes mains qui avaient touché Camille. Julien resta figé, tandis qu'Élise quittait le restaurant avec Lucas. De l'autre côté de la rue, Camille avait tout vu. Elle intercepta Julien et lui demanda pourquoi il l'évitait. Lorsqu'elle retira ses gants, des écailles recouvraient déjà le dos de ses mains. Terrifié, Julien recula et lui ordonna de ne pas s'approcher. Camille cria qu'elle avait fait tout cela pour lui, mais Julien répondit froidement qu'elle n'avait agi que parce qu'elle voulait devenir Élise. Il l'abandonna seule sous la pluie parisienne, tandis que les écailles remontaient lentement le long de son cou. Le soir même, Camille fit irruption dans le bureau d'Élise. La moitié de son visage était dissimulée sous un foulard de soie. Elle exigea de savoir pourquoi Élise ne s'était toujours pas transformée et pourquoi elle était la seule à développer des écailles. Lorsqu'elle arracha le foulard, la moitié de son visage apparut recouverte d'écailles noires, tandis qu'un liquide jaunâtre coulait de sa tempe. Élise retira calmement le faux collier qu'elle portait, révélant une peau parfaitement intacte. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais porté le cadeau de Camille. La véritable pierre avait été intégrée au nouveau collier que Camille avait autour du cou. Camille pâlit et tenta frénétiquement d'ouvrir le fermoir, mais celui-ci ne céda pas. Élise lui rappela que c'était elle qui l'avait supplié de porter le bijou tous les jours. Pourquoi refusait-elle maintenant de conserver son propre cadeau? Camille se jeta sur elle, plaqua Élise contre le mur et tenta de presser la pierre contre sa peau. À cet instant, Julien entra dans la pièce. Camille lui ordonna de retenir Élise. Mais lorsqu'il aperçut son visage couvert d'écailles et ses yeux jaunes, Julien recula de terreur et tomba dans l'escalier. Élise attrapa une bombe lacrymogène posée sur le bureau, la pulvérisa au visage de Camille, puis courut ouvrir la porte d'entrée en appelant les voisins à l'aide. Plusieurs personnes accoururent et sortirent leur téléphone pour filmer Camille étendue sur le sol, le visage déformé. Elle tenta de se cacher, mais il était déjà trop tard. La police arriva rapidement et l'emmena pour un examen médical. Dans le téléphone de Camille, les enquêteurs découvrirent des centaines de messages échangés avec Julien, notamment leur plan visant à faire déclarer Élise mentalement incapable, à fabriquer un faux dossier psychiatrique et à prendre le contrôle de ses biens. Pendant son interrogatoire, Julien affirma immédiatement que Camille avait tout organisé. En apprenant sa déclaration, Camille comprit que l'homme qu'elle avait voulu voler à tout prix venait de la trahir dès l'instant où elle avait perdu sa beauté. Grâce aux données du dispositif de localisation placé dans l'écrin, Élise se rendit dans un ancien village de pierre du sud de la France, Saint-Guilhem-le-Désert. Elle y rencontra Madame Vernet, la propriétaire d'une boutique d'antiquités. Dès qu'elle vit la photographie de la pierre, Vernet ferma immédiatement son magasin. Elle sortit un vieux registre familial contenant le dessin d'une pierre rouge en forme de larme, appelée l'œil de la vipère. Selon elle, au XIXe siècle, un groupe de guérisseurs itinérants fabriquait ces pierres à partir de minéraux, de venin de serpent et de sang animal. À l'origine, elles servaient à absorber le poison présent dans le corps des malades. Mais lorsqu'elles étaient activées par la jalousie et placées sur une autre personne, leur effet s'inversait. La pierre transmettait alors ces substances toxiques à la victime à travers un contact prolongé avec la peau. Vernet remit à Élise un flacon de poudre grise. Si cette poudre était versée sur la pierre, expliqua-t-elle, la réaction s'arrêterait. Cependant, les dommages déjà causés risquaient de ne jamais disparaître. Elle montra ensuite à Élise une vieille photographie de la mère de Camille. Cette femme avait autrefois travaillé pour une famille riche et avait, elle aussi, tenté d'utiliser la pierre contre ses employeurs. Elle était morte avant de terminer le rituel. Élise comprit alors que Camille n'avait pas découvert la pierre par hasard. Elle nourrissait depuis longtemps une haine profonde contre les personnes fortunées et n'attendait qu'une occasion pour voler la vie de celle qui l'avait sauvée. Lorsqu'Élise revint à Paris, Julien l'attendait dans la villa avec un bouquet de roses et un bracelet serti de rubis.
À genoux devant elle, il affirma qu'il avait commis une erreur et que Camille l'avait manipulé. Élise lui demanda où se trouvait le certificat d'authenticité du bracelet. Julien fut incapable de répondre. Elle jeta sur la table les documents du divorce, les photographies de son infidélité, les enregistrements et l'intégralité du projet de détournement de l'entreprise. Selon leur contrat de mariage, celui qui trahissait l'autre devait repartir avec ce qu'il avait apporté. Lorsque Julien était entré dans la famille Moreau, il ne possédait rien. Il repartirait donc les mains vides. Julien tenta d'utiliser Lucas pour la faire céder, mais Élise lui demanda s'il avait pensé à leur fils lorsqu'il préparait l'internement psychiatrique de sa mère. Des agents de sécurité l'expulsèrent immédiatement de la propriété. Camille fut transférée à l'hôpital Sainte-Anne et isolée dans une chambre équipée d'une vitre d'observation. Les médecins pensaient qu'elle avait été exposée à une substance toxique inconnue. Élise vint lui rendre visite. Camille était assise dans l'obscurité, le corps entièrement recouvert de bandages. En voyant Élise, elle lui demanda si elle était venue se moquer d'elle. Élise répondit qu'elle était venue mettre fin à cette histoire. Camille affirma qu'Élise n'avait gagné que parce qu'elle était née avec tout ce qu'elle désirait, tandis qu'elle-même avait été condamnée à rester toute sa vie aux côtés du bonheur des autres sans jamais pouvoir le posséder. Élise lui rappela qu'elle lui avait offert une véritable chance. Camille répondit que ce n'était qu'une forme de charité qui l'obligeait à contempler chaque jour tout ce qu'elle n'aurait jamais. Lorsqu'Élise lui demanda si cela justifiait sa tentative d'assassinat contre la personne qui l'avait aidée, Camille déclara froidement que, si elle pouvait revenir dans le passé, elle recommencerait exactement de la même manière. Sous la surveillance de la police et des médecins, le collier fut sorti du sachet de preuve. Élise versa la poudre grise sur la pierre. Un léger craquement retentit. La couleur rouge à l'intérieur du cristal devint progressivement noire. Camille poussa un hurlement, agrippa son cou et s'effondra. Lorsque la réaction prit fin, les écailles sur son corps ne disparurent pas. Elles cessèrent seulement de s'étendre. Camille contempla son reflet dans la vitre et comprit pour la première fois qu'elle devrait vivre avec les conséquences de ses actes jusqu'à la fin de ses jours. Quelques mois plus tard, Julien fut poursuivi pour tentative d'escroquerie, détournement de patrimoine et complicité d'empoisonnement. Camille fut condamnée au cours d'un procès à huis clos, puis transférée dans un établissement médical hautement sécurisé. La presse donna à l'affaire le nom de « l'affaire du rubis noir ». Élise obtint la garde exclusive de Lucas et fonda une nouvelle organisation destinée à aider les étudiants issus de milieux défavorisés. Cette fois, cependant, toutes les aides étaient gérées de manière transparente et accompagnées de programmes permettant aux bénéficiaires de devenir réellement autonomes. Élise refusa de laisser la trahison de Camille la transformer en une femme incapable de faire confiance. Mais elle ne confondrait plus jamais la générosité avec l'aveuglement. Un après-midi, Élise emmena Lucas sur la plage de Nice. Tandis qu'il marchait au bord de la mer, l'enfant lui demanda si elle avait encore peur de Camille. Élise secoua la tête. Lucas lui demanda si c'était parce que Camille était désormais enfermée. Élise répondit que non. Elle n'avait plus peur parce qu'elle avait compris une chose. Ceux qui nous font du mal ne gagnent réellement que lorsqu'ils parviennent à nous transformer en personnes semblables à eux. Lucas serra la main de sa mère, et tous deux poursuivirent leur promenade sous le rouge éclatant du soleil couchant sur la Méditerranée. Au même moment, dans une chambre sombre de l'établissement médical, Camille était assise seule devant un journal montrant une photographie d'Élise et Lucas. Elle froissa la page avant de la jeter au sol. Lorsqu'une infirmière passa devant sa porte avec un chariot de médicaments, Camille releva soudainement la tête. Ses pupilles étaient toujours deux fines fentes dorées. Elle baissa les yeux vers la paume de sa main. Sous les écailles desséchées, une nouvelle fissure apparut lentement. De l'ouverture émergea un fragment de pierre rouge, aussi petit qu'une goutte de sang. Camille le contempla, sourit et murmura que tout cela était loin d'être terminé.